De retour sur le plateau d'Inclusion for Change pour parler de neuroatypie au travail. Et pour cela, nous accueillons aujourd'hui Damien Aymar à distance, qui est maître de conférences en économie à l'Université Aix-Marseille, ainsi que Valérie Tiaco sur notre plateau, directrice stratégie et innovation sociétale chez Orange. Merci à vous deux d'être avec Bonjour. nous et bonjour. Euh, D'abord, où est-ce qu'on en est de la prise en main du sujet de la neuroatypie en général, en matière de diagnostic, etc., et par les employeurs en particulier? Où on en est, j'ai envie de dire qu'on en est à la mi-temps du lit. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir et pour autant, quand même, on a déjà progressé, depuis, si je suis 2026, en fait, depuis 10 ans, depuis que ces mouvements autour de la neuro-inclusion, de la prise en compte des neuroatypies, se sont, développés, notamment plutôt dans les pays anglo-saxons. On voit apparaître quand même des initiatives. Pour les entreprises, c'est peut-être un peu plus tardif, en tout cas en termes de mouvement francophone et de mouvement français tout court. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi on s'est associé en fait, à plusieurs grands groupes On va y pour revenir. essayer de voilà, de pousser les choses. Donc maintenant, ça ne veut pas dire que n'était pas pris en compte de manière individuelle ou dans les organisations, des employeurs, des directions de ressources humaines, des missions insertion handicap qui faisaient ce qu'elles pouvaient. Mais dans la logique plutôt d'une dynamique importante, c'est-à-dire de vraiment un mouvement, voilà, ça c'est encore un peu plus récent. Damien Aymar, quels sont vos constats en tant que chercheur sur cet enjeu? C'est vrai que ça a mis du temps à émerger parce que la question du handicap invisible est très récente déjà pour les managers. Et la loi donc de 2005 a intégré le handicap invisible dans l'introduction, euh, dans les organisations de ces personnes et dans la définition du handicap. Donc c'est Mmh. vrai que ça a mis du temps, mais je trouve qu'à ce moment présent, aujourd'hui, il y a un éveil qui est quand même très vif et que certaines entreprises arrivent à saisir finalement l'opportunité que représentent les personnes qui sont neuroatypiques. On le voit avec certains dyslexiques et avec certains autistes aussi, atteints du trouble autistique. Justement, on parlait des mouvements d'entreprise, parlons-en. Valérie Tiaco, vous êtes membre fondatrice du collectif Neuro-Inclusion. Est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques mots et parler de à quoi il sert, précisément? Alors à quoi il sert? C'est une bonne question. Il a été insufflé surtout, grâce à une ambition commune. En réalité, on est des grandes entreprises, hein, aujourd'hui, mais c'est un mouvement qui est destiné à l'ensemble des organisations publiques comme privées. L'idée, c'était de pouvoir, proposer autour de 4 engagements communs, un certain nombre d'initiatives. La première, c'est comme l'a dit, justement Damien, il y a la problématique de la terminologie, neurodiversité, neuroinclusion, neurodivergence, neurominorité et cetera. Et donc c'est de dire construisons un référentiel commun pour qu'on sache déjà qu'on parle de la même chose. La deuxième, c'était aussi, de se dire: il manque encore des mouvements d'information et de sensibilisation, avec la dynamique d'un groupe comme le nôtre, en fait, de ce collectif. C'est déjà beaucoup plus puissant, en effet, d'entraînement, hein. On joue aussi notre force, on va dire, de grande organisation. Troisième engagement très important aussi, c'est de pouvoir inspirer par le partage et donc de partager en open source, donc les bonnes pratiques, hein, ce que l'on a mis en œuvre, et puis effectivement de promouvoir la diversité cognitive, comme les travaux de recherche, par exemple, de Damien, qui a déjà travaillé avec des organisations du collectif. Mmh. Donc c'est offrir finalement la neuro-inclusion sans avoir à donner de leçons, sans être à la place des spécialistes, des experts et des médecins. Mmh. Mais c'est de dire que les entreprises ont leur rôle à jouer comme partie prenante de ce grand mouvement qu'est la neurodiversité. Alors, vous parliez de promotion, ça peut avoir aussi une face cachée de la médaille, qui peut être complexe. On entend des discours qui peuvent être très positifs sur les talents et compétences cachées des personnes Oui, oui. neuroatypiques. Mais est-ce que c'est réellement libérateur et émancipateur ou est-ce que c'est au contraire plutôt validiste? Oui. Damien, vous avez travaillé sur l'impact du stigmate. Est-ce que vous pouvez, peut-être commencer par, répondre à cette question? Par rapport aux personnes que j'ai pu rencontrer dans le cadre de mes recherches, le stigmate est une situation qui est très propre aux personnes dyslexiques, c'est-à-dire que c'est une trace laissée. C'est pas comme le stigmate comme on l'entend dans l'approche classique, l'exclusion, Mmh. mais c'est un rapport interpersonnel et de soi aussi, comment est vécu le handicap comme la dyslexie
et c'est une blessure en fait qui reste. Donc quelque part, ce que la personne a vécu dans le système scolaire de son exclusion et de son ressenti de cette exclusion, il va le revivre aussi dans les organisations qui ne sont pas handi-accueillantes, qui ne sont pas tournées vers des politiques de diversité et de politiques de la neurodiversité. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est très fort. Et donc, vis-à-vis de ça, les personnes vont regarder, on va dire, des signaux si dans l'entreprise, on valorise ou pas les personnes qui sont neuroatypiques pour révéler leur handicap invisible. Valérie Tiaco, je vous vois Oui, je vais avec l'envie de rebondir. réagir, mais bien sûr, allez-y. Je vais rebondir parce que promouvoir la diversité cognitive, c'est pas promouvoir certaines formes de neuroatypie. On a trop vu ces mouvements-là et c'est un des éléments de partage. Ça a commencé par, il y avait l'Ode au HPI, si vous vous rappelez bien. En plus, il y a eu l'émission, enfin la série, etc. Sachant qu'on sait d'abord que c'est multifactoriel, hein, en fait. Et donc, on peut avoir aussi plusieurs neuroatypies. Promouvoir la diversité cognitive, c'est promouvoir surtout un environnement où chacun se sent non seulement accompagné en fonction de ses besoins et surtout promouvoir la différence et pas la déficience. Donc en fait, on est vraiment sur ce sujet que ça n'est pas forcément toujours un handicap. Ça d'abord, ça peut être un vrai moteur de créativité. Et tout le monde n'a pas forcément besoin de passer par la mission insertion handicap et une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. En revanche, ce sont des supports qui existent et il faut aussi savoir s'en saisir sans avoir l'impression qu'on est assigné à résidence sous une casquette handicapée qui est vraiment ce contre quoi on lutte. Hein. Oui, tout à fait. C'est important de le préciser. Oui, et moi j'ai une question plutôt sur le diagnostic. Est-ce qu'il y a des... Je ne sais pas à qui de vous deux peut me répondre, mais est-ce que par exemple les femmes ou les personnes racisées sont moins diagnostiquées pour des raisons, et si oui, lesquelles quoi? Est-ce que l'entreprise n'est pas le reflet de la société? Damien, donc je te passe la parole. C'est vrai qu'il y a une certaine forme d'inégalité d'accès à l'information et aussi d'une prise de conscience de la problématique qui aurait dû être fait précédemment dans le parcours scolaire et qui après va ressurgir dans le système, on va dire, professionnel. Donc c'est vrai que par rapport à ça, la sensibilisation sur le diagnostic à l'âge adulte est très important car en fait ça va réellement aider à avoir une meilleure trajectoire professionnelle, des promotions, etc. Et ça va éviter de mettre des salariés en souffrance. J'ai rencontré des personnes qui étaient en pleurs, qui ont compris que sur le tard d'où venaient leurs difficultés dans le fait d'évoluer dans l'organisation et qui restaient finalement ghettoisés à certains métiers. Justement, j'aimerais bien qu'on parle des conditions de travail propices. Valérie, quelles sont-elles, ces conditions auxquelles les organisations doivent penser pour être inclusives en matière de neuroatypie, neurodiversité? Vous cherchez les tips, en fait. Alors, en fait... ça peut être, au contraire... mais alors, il y a déjà... Moi, je trouve que c'est finalement assez simple, hein, finalement, si on prend en compte qu'on est riche de cette diversité, qu'elle soit effectivement ethnique, qu'elle soit... de genre et aujourd'hui de diversité cognitive. Maintenant, ce à quoi on doit faire attention, c'est par exemple typiquement, ça commence dès l'offre d'emploi, dès l'annonce de recrutement. Est-ce qu'on montre qu'on est une entreprise qui accueille ces différentes diversités? C'est assez simple, c'est juste un petit paragraphe à préciser. C'est mettre à disposition des conditions aussi lors, par exemple, du recrutement pour un candidat quelconque, c'est de lui dire, as-tu besoin d'un aménagement spécifique? Par exemple, pendant le Covid, ce qui était intéressant, c'est qu'on a fait des recrutements plutôt à distance. Et donc, pour certaines personnes avec certains peut-être différences cognitives, eh bien, c'était plus facile pour elles de s'enregistrer et que d'être en visu et en condition live. Après, je pense que l'aménagement de l'organisation, c'est déjà pouvoir adresser des parcours d'accessibilité, c'est pouvoir en parler. Et en parler, ça veut dire favoriser à travers des modules de formation les managers. Pas simplement les recruteurs et les personnes des ressources humaines, c'est les managers et montrer qu'un collectif de travail, il est aussi riche de ça. Donc on est, nous, beaucoup, peut-être par rapport à ce que dit Damien, beaucoup plutôt sur la démonstration que ça peut être très positif. C'est le seul positif qui, en fait, entraîne aussi une écoute bienveillante. De l'autre côté, on peut dire, effectivement, il y a la mission insertion handicap, et là, il y a des cas où c'est pris en charge. Mais au-delà de ça,
cette espèce de no man's land entre je suis RQTH ou je ne suis pas, il est traité par justement plutôt les conditions d'accueil et de compréhension de l'autre. Hein. Donc on forme au management inclusif. Ouais. J'avais, moi, plus peut-être une question qui va dans ce sens-là, mais pour Damien, dans votre thèse, qui date déjà de 2019 quand même, vous parlez des tactiques de dissimulation Masking. voilà, du handicap, donc la notion de masking, le fait de porter un masque. Est-ce que vous pouvez nous raconter, nous expliquer plutôt ce que c'est, pourquoi il est fréquent chez les personnes neuroatypiques? Pour les personnes, comme je disais tout à l'heure, c'est dû au stigmate aussi, hein, qui vivent et qui revivent dans l'organisation. Lorsqu'ils se retrouvent dans un milieu hostile, la tactique donc, du passing et celle que j'ai pu découvrir aussi de la transfiguration du handicap, et celle qui finalement, où on va prendre la peau d'un autre, où on va se faire passer pour une autre personne. On le voit dans les communautés LGBT, mais on le voit aussi dans le domaine du handicap. Eh bien, les personnes que j'ai rencontrées, finalement, vont parfois vont se faire passer pour une personne. Ah oui, je fais des fautes, ça arrive. Par exemple, dans le cas de la dyslexie, qui a été mon terrain d'étude. Au final, bien, tous mes collègues me donnent leurs écrits, leurs rapports pour que je les corrige. Mais en fait, ils me prennent pour un prof de français parce qu'ils savent que je fais attention à l'orthographe. Et donc, c'est quelque chose que j'ai pu trouver assez incroyable. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment transfigurer leur handicap et se faire vraiment passer pour une personne de la norme, référente de la norme, en tant que, par exemple, prof de français. Donc, et ça crée, en fait, comme dit Valérie, et c'est vrai qu'il y a dans les entreprises comme dans celle de Valérie, qui sont très ouverts sur la question du bien-être des collaborateurs, il y a réellement cette facilité à diminuer cette charge mentale qu'ont les personnes à mettre en place des stratégies de dissimulation. Car si on positive sur finalement les compétences qu'ont les individus neuroatypiques, on pourra les valoriser et aider à ce qu'ils ne rentrent pas dans toutes ces stratégies de dissimulation et mettre leurs ressources cognitives réellement au service des tâches qu'on pourrait leur donner. Deuxièmement, elle a évoqué Valérie, c'est au niveau du recrutement. Moi, je parle dans ma thèse, c'est de mettre en place une stratégie de recrutement qui soit beaucoup plus axée sur la compétence. Parce que on s'intéresse trop au pathos, à ce qui ne va pas, et qu'au final, on devrait plutôt revoir notre stratégie de publication des offres d'emploi qui sont très néo-tayloriennes, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit à chaque fois dans un certain critère et qu'on propose plutôt des recrutements par projet où on va observer les gens dans leur mise en œuvre de compétences qu'ils ont et mettre en place des postes protéiformes. Un peu comme on appelle ça le job crafting, comme c'est enseigné dans nos gestions, mais c'est réellement ça, un poste qui soit relatif aux compétences d'un individu et qu'on arrête de se cantonner aux incompétences ou mettre trop de tâches qui ne seraient pas adaptées aux personnes neuroatypiques et j'ai envie de dire aussi aux générations qui arrivent. Par le handicap, on arrive à résoudre beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Justement, qu'est-ce qu'il faudrait arrêter de dire ou de faire, entre guillemets, pour le bien? C'est-à-dire, y compris quand on a toutes les meilleures intentions du monde, qu'est-ce qui, en fait, enferme et empêche les personnes de pouvoir réellement valoriser leurs compétences au sein des entreprises? Qu'est-ce qui fonctionne réellement quand on écoute vraiment les personnes concernées? En fait, je pense que justement, c'est cette notion de management inclusif, hein, c'est-à-dire de tenir compte des spécificités de l'équipe dont on a, entre guillemets, la responsabilité d'animation, hein, tout simplement, et donc d'être à l'écoute. La réalité, c'est l'écoute bienveillante. J'aime pas ce terme parce qu'il est un peu valise, mais ça passe bien par ça. Moi, je crois beaucoup à l'unicité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des classes entières de personnes neuroatypiques. C'est pas le sujet. On revient vraiment sur chaque personne est unique, chaque cerveau est unique, et à ce titre-là, on est à l'écoute avec, comme le disait Damien, parfois des adaptations. J'ai telle compétence, et donc c'est
le poste. Alors, Ludmila Praslova a dit une phrase que j'ai trouvée très intéressante quand on a lancé le collectif Objectif Neuroinclusion en octobre dernier. Elle a dit ce ne sont pas les canaris, parce qu'elle a toute une théorie autour des canaris dans la mine, qui seraient ces personnes neuroatypiques qui seraient en capacité de plutôt flairer les dysfonctionnements avant que ça pète dans l'organisation. Et en fait, elle disait c'est pas les canaris qu'il faut changer, c'est la mine. Elle a parfaitement raison. En fait, c'est comment on repense autrement du recrutement sur des compétences plutôt que sur la fiche de poste, de l'accompagnement individuel plutôt que sur du collectif. Et puis après, c'est aussi libérer la parole. Et donc, c'est vraiment cette notion de safe space, de montrer que l'entreprise est un lieu où on peut évoluer en toute autonomie à condition d'être bien accompagné et soutenu. Oui, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve très fortement dans le reportage qu'on a fait à la DSI de France Travail, où justement ce duo entre Fabien et Fanny fonctionne précisément parce que tout ça a été fait de manière intelligente et avec l'appui quand même du département QVCT qui a apporté aussi des ressources documentaires. Et quand on le fait, on se rend compte mais qu'on a des pépites. Alors, c'est l'histoire, vous savez, de l'impératif moral, mais aussi économique. C'est-à-dire que ça peut être un gâchis pour une entreprise que de dire que 20% de sa population interne n'est pas compris, accompagné et soutenu pour donner, entre guillemets, sa meilleure contribution au collectif de travail. Et moi, je me demandais comment les actions de ce type sont perçues par les salariés. Est-ce que vous avez des remontées, alors soit dans les entretiens sur des parties d'enquête qualitative, soit sur les réseaux sociaux internes? Est-ce qu'il y a... Voilà, on vous dit c'est nul, c'est génial, pourquoi vous faites ça? Voilà, qu'est-ce qu'on vous dit? Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a aussi des tensions par rapport à ça. Et c'est là où c'est intéressant de voir un peu le travail que fait, par exemple, Valérie, parce que je suis en train de traiter mes études vis-à-vis de ça. Mais l'approche neuro-inclusive de tous évite que la perception et qu'il y ait des dissonances au sein de l'ensemble des collaborateurs et des personnes qui sont concernées. C'est-à-dire qu'il faut que, comme l'a dit Valérie, il faut que ça touche tout le monde et le côté singulier de chacun. Voilà. Pour éviter qu'il y ait une question de disable washing, comme je l'ai développé dans le cadre de mes travaux, c'est-à-dire donc de faire seulement du papier glacé et ne pas tenir ses paroles sur le terrain. Ça crée donc déjà une dissonance chez les personnes qui sont atteintes de neuroatypie et qui arrivent à bien identifier cette situation-là. Et aussi au niveau des autres collaborateurs, ce qui se passe, c'est qu'ils disent moi j'ai 50 ans, finalement je ne fais pas partie des acteurs qui sont ciblés par les politiques RH, et donc finalement je devrais me retrouver en situation de handicap pour être considéré à ma juste valeur. Donc les gens se sentent laissés pour compte, quoi. Il y a certaines personnes qui peuvent... Valérie Tiaco, pardon, je vous interromps, mais on n'a plus que très peu de temps. Donc Valérie Tiaco, est-ce que vous constatez aussi ces choses-là? Alors, se pose la question peut-être des collectifs salariés. On ne l'a pas beaucoup abordé. C'est un mouvement un peu plutôt issu du monde lointain que sont nos amis les Américains, parfois. Et donc, en fait, effectivement, c'est des collectifs salariés qu'on appelle Employee Resource Group. Et donc, ces ERG, ils ont, pour par exemple, Cécile Dutrio, qui est une chercheuse, dit c'est le premier plancher de sociabilité. C'est-à-dire que, en fait, directement, c'est un collectif salarié qui s'organise. Après, l'organisation elle-même n'est pas le collectif salarié. Donc, on va être en mode médiation, parce qu'évidemment, il y a des revendications assez fortes, mais c'est des revendications d'un collectif. Donc, encore une fois, la personne, de manière singulière, sa vie est différente selon le manager qu'elle a, selon le métier qu'elle a, selon la division qu'elle a. Donc, en réalité, aujourd'hui, le sujet de comment est-ce que on intègre les personnes, enfin, ces mouvements-là, il est, je trouve, très dépendant de la culture d'entreprise. En fait, vous voyez ce que je veux dire, c'est que ça va y avoir des approches, je ne sais pas ce que tu en penses, Damien, c'est très différent selon l'organisation. Pardon, c'est à multiniveau, en fait, hein. C'est pas et selon les filiales, etc. Il y a des réalités très différentes de département en département et de lieu et de pays en pays aussi.
On retient donc qu'il faut travailler la culture du sol au plafond, sans doute se référer aussi, à ce que fait, le collectif, Eh ben oui, parce Neuro-Inclusion. que voilà, on a un site web Il y a des qui va ressources. bientôt être proposé, des ressources, C'est ça. de l'accompagnement s'il faut pour dire j'ai un programme, comment je fais, et un Et on très peut joli vous jeu. suivre quelque part, sur LinkedIn, il y a une page dédiée Alors, il qui y a une annoncera oui, il y a une la page. venue du site? On a un mode de fonctionnement assez neuroatypique finalement, parce que les grandes organisations décident de relever les manches. On se fait pas accompagner, on fait par nous-mêmes, hein. OK. Donc c'est du do it yourself. Bon. Ça prend un peu plus de temps, mais c'est plus sincère peut-être. Alors, on invite tout le monde à suivre la page, Neuro-Inclusion, Oui, sur LinkedIn. sur LinkedIn, absolument. Notre émission s'achève déjà, hélas. Je vous remercie 1000 fois tous les 2 pour ces échanges, nourris qui, je l'espère, donneront envie, aux organisations d'agir. Merci Maya Agege, évidemment, et merci donc à vous 2, Valérie Et- Tiaco, directrice stratégie et innovation sociétale chez Orange, et Damien Aymar, maître de conférence en économie à l'université Aix-Marseille. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de l'émission Inclusion for Change sur le site Bismart, et nous nous retrouvons le mois prochain, et d'ici là, évidemment, portez-vous bien.